Bien, dans le cadre de nos apartés scientifiques aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse tous les kinés, en particulier comment ça se fait que certains joueurs de haut niveau puissent performer sans LCA. Et bien, cette discussion et ces échanges, nous allons avoir avec le docteur Marcel Ferré, qui était médecin de l'Olympique Lyonnais pendant de nombreuses années, de l'équipe de France aussi d'ailleurs de 98, et Alexandre Germain, collègue kinésithérapeute, qui est actuellement kinésithérapeute de l'équipe de France de foot. Alors que peut-on dire à cette question ? Il faut déjà bien s'entendre quand on parle de lésion du croisé antérieur. Je pense que la grande question, c'est de savoir si ce ligament croisé antérieur est fonctionnel ou pas. Okay, parce qu'alors on parle de rupture partielle, de rupture totale, je crois que ça c'est un faux débat. Est-ce qu'il est fonctionnel ou pas? C'est-à-dire vous avez un Lachman sur extension qui est pas bloqué au début, qui est mou, okay, qui peut devenir retardé bloqué. Quand il devient retardé bloqué, ça veut dire qu'il s'est raccroché quelque part. Soit il s'est mis en nourrice sur le croisé postérieur, soit il reste quelques fibres ou il reste un faisceau suffisamment costaud où il a cicatrisé. Puisqu'on sait que maintenant, contrairement à ce qu'on disait il y a quelque temps, ce croisé antérieur, il peut cicatriser. Et le problème, pour moi, c'est de suivre sur 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, voir comment va se présenter ce genou. Si vous avez un Lachman qui est retardé bloqué et que vous avez un test dynamique avec une toute petite ébauche ou pas de test dynamique, il ne faut pas faire opérer. Si par contre vous avez à 3 semaines un Lachman qui est encore mou avec un test dynamique qui est franc et qui est même explosif, là vous allez à l'intervention. Bon, c'est mon sentiment. C'est ça. Alors c'est vrai qu'on a pris l'exemple d'un ancien joueur de l'OL, Anthony Réveillère, qui avait refusé d'être opéré et qui a fini 3 ans plus tard avec sa rupture du LCA. Maintenant, je crois qu'on n'est plus dans les mêmes conditions. Alexandre peut en parler parce que dans les clubs et l'équipe de France, et dans les clubs, quand il y a une rupture du croisé, même si elle est partielle et avec un bon résultat éventuellement fonctionnel, ça passe plus. Ça passe plus. Pourquoi ? Parce qu'on est à la course au temps et que l'argent prend sûrement le pas sur tout cela. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de se laisser passer 3 semaines pour voir si potentiellement il va cicatriser. Ces 3 semaines, c'est considéré comme un temps de perdu énorme. Et que du coup, on décide et décider de l'opération au plus tôt, voire même le lendemain, pour que dans un délai le plus rapide possible, il puisse revenir au sport. En l'occurrence, si un sportif de très très haut niveau et qui a un bon suivi, ça peut se faire aux alentours de 6 mois. Donc le club et surtout ceux qui payent le joueur, entre reprendre à 6 mois et reprendre à 6 mois et 3 semaines, 3 semaines c'est peut-être 3 matchs, peut-être 6 matchs. Et pour eux, ça a un intérêt sportif et aussi financier. Donc voilà, on est pris un peu par le piège des dirigeants et de la finance et des salaires et des arrêts de travail du joueur. Exactement. Alors actuellement, Jean-Marcel, là, il y a des études qui montrent qu'on peut, sur un protocole, je crois que ce sont les Australiens ou les Suédois, sur un protocole, essayer sur une période avec des orthèses et des réglages différents, est-ce que c'est sage ou pas sage ? Il y a une étude australienne qui vient de sortir, puisqu'elle est de juin 2023, où ils ont montré qu'avec une orthèse, une immobilisation à 90 degrés du genou pendant 1 mois, puis une recherche de l'extension progressive, à 3 mois, ils avaient 90% des croisés qui étaient cicatrisés. Alors, avec différents grades, sur ces 90%, ils estimaient qu'il y avait 50% par rapport au nombre initial qui étaient considérés comme solides. Et sur l'étude, c'était sur 80 cas, enfin 72 exactement, et ils ont eu que 4 récidives dans le groupe des fameux 50%. Donc ça veut dire que ce ligament, il peut cicatriser, contrairement à ce qu'on disait. Donc c'est peut-être la porte ouverte, même si c'est encore un peu décrié, sur un traitement conservateur, peut-être aidé avec des PRP, des facteurs de croissance, pour permettre à ce ligament. Alors en IRM, il regarde s'il y a un écart important entre les 2 bouts, à quel endroit il est lésé et comment ça se présente. Mais là, il y a peut-être une voie d'avenir, peut-être, enfin l'avenir nous le dira, je pense. Et là, la laximétrie reste un indicateur important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une laximétrie supérieure à 3 mm, on peut dire qu'on est à 5 mm, qu'on est sur une rupture complète. Oui, je pense qu'effectivement, quand on est à plus de 6 mm, on peut admettre qu'il est complètement détendu, mais ça ne préjuge pas de son potentiel de cicatrisation. Voilà. Après, ça cicatrise, on sait que ça cicatrise relativement bien. Ce qu'on ne maîtrise pas, et ça c'est un peu un coup de poker, c'est la résistance de cette cicatrice.
C'est-à-dire que souvent on a des gars qui ont ça, ils sont retardés bloqués ou ils sont en nourrice sur le croisé postérieur et ils se repètent quand ils reprennent au bout d'un certain temps. Et ça, on cicatrise, mais on ne sait pas la solidité de cette cicatrice. Et là, c'est un peu un coup de, c'est un peu un coup de poker, quoi. Ouais. Alors tout à l'heure, on avait une petite discussion sur la constitution du ligament croisé où on a toujours appris qu'il y avait deux faisceaux, antéromédial et postérolatéral. Or, certains chirurgiens ou anatomistes disent qu'il n'y a qu'un seul ligament aplati avec une torsion de 83 degrés. Est-ce que vous avez là-dessus vu des études et à ce moment-là, ils disent qu'il ne peut pas y avoir de cicatrisation partielle, alors qu'il peut très bien cicatriser en nourrice sur le croisé postérieur. Ouais, moi je ne suis pas anatomiste non plus, mais bon, quoi qu'il en soit, on a quand même de plus en plus ces derniers mois pas mal d'études, comme le protocole cross-bracing, comme d'autres protocoles aussi, qui nous disent que le ligament peut cicatriser partiellement ou totalement. Donc à voir, wait and see, on verra ce qui se passe dans le futur. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais préciser quand même une chose par rapport aux études qui ont été faites sur le cross-bracing ou d'autres études qui sont faites, par rapport au délai, par rapport au potentiel récidive ou au déficit de retour au sport. Soit on revient au sport, mais un sport à un niveau moindre, ou on change de sport. La cicatrisation du ligament, c'est une chose, mais le genou, ce n'est pas qu'un ligament. Le genou, c'est aussi des muscles. Et malheureusement, dans ces études-là, il faudrait pousser un peu plus loin et sûrement faire des sous-groupes et de voir ceux qui ont cicatrisé, mais avec une bonne récupération musculaire, sous réserve qu'elle soit bien évaluée en test fonctionnel et test isocinétique, et l'autre population qui a cicatrisé avec une moins bonne récupération musculaire et voir les récidives où elles se situent. J'ai de bonnes raisons de penser qu'elles se situent dans le groupe qui n'a pas récupéré. Et malheureusement, nous, dans ce qu'on peut constater cliniquement à la sauvegarde, c'est que dans la grande majorité des cas, que ce soit opéré ou non opéré, ils ne récupèrent pas totalement leur fonction musculaire. Et je pense que ça, c'est quand même un élément qui est plus qu'important associé au ligament croisé antérieur. Et on s'aperçoit, personnellement, je me suis aperçu que même 12 ou 18 mois après, la cinématique n'est pas le même dans le déplacement du joueur, même avec un croisé opéré. Ouais. Et je pense que même les tests fonctionnels que l'on fait, qui sont en unipodal par exemple, ne sont pas des tests vraiment fonctionnels. Tu as 100% raison. Je voudrais te dire, c'est un continuum décisionnel. Ouais. Effectivement, le meilleur test fonctionnel, c'est lequel ? C'est le terrain. C'est le terrain, bien sûr. Les changements de direction. Mais avant de pouvoir tester ça, il faut déjà savoir, via des tests qui sont un peu plus fonctionnels, enfin moins analytiques, mais un peu plus fonctionnels, savoir sauter sur une jambe, c'est quand même un peu plus fonctionnel que tendre une jambe. Ça permet de voir si tu as récupéré ta fonction musculaire pour pouvoir envisager les tests fonctionnels de terrain. Mais tu disais qu'il y a certaines modifications de la cinématique, et c'est clair. Et nous, aujourd'hui, on le voit, mais clairement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que sur le transfert de poids du corps. Aujourd'hui, on le voit, nous, on a des plateformes de force, on peut l'étudier, on l'étudie à 3 mois, on l'étudie à 6 mois, on l'étudie à 9 mois. Et on voit bien que le patient, dans la grande majorité des cas, ne transfère pas correctement sur sa jambe opérée. Oui, bien sûr. Ça nous laisse penser plein de choses. Ça nous laisse penser que potentiellement, sur tout ce qui est activité bipodale, il surcharge sa jambe non opérée. D'où les ruptures de l'autre côté. Ça reste bien un point sûr. d'interrogation. Oui. Et puis ça nous fait dire aussi que sa jambe opérée ne la charge pas. Pour quelle raison ? Par appréhension, par douleur ou par manque de récupération musculaire. C'est ça. Donc on a quand même beaucoup de choses à faire en rééducation pour solutionner ça. Aujourd'hui, on commence à avoir des pistes, on commence à travailler sur ça, on commence à se rendre compte qu'on a des effets. Mais ça implique que dans les premières semaines post-opératoires, la priorité, c'est déjà de recréer une bonne cinématique, donc d'arriver à faire en sorte, avec des choses simples, à ce qu'ils réapprennent, rééduquer, à ce qu'ils réapprennent à transférer correctement et qu'ils fassent des mouvements répétés pour que ça se réancrage, ça se réancre au niveau cortical. Ça. Et nous, ce que l'on voit au cabinet, c'est en la l'isocinétisme. On s'aperçoit qu'on a des joueurs avec des ratios quadriceps ischio qui sont parfaits, mais qui sont incapables de faire un saut, un single lobe ou un triple lobe test. Ouais. Mais tu as raison, et ça, avec Jean-Marcel, ça fait 25 ans qu'on a testé en isocinétique. Et c'est qu'un indicateur. Et on arrive à la conclusion qu'à un moment donné, effectivement, tu as un bon test isocinétique, puis le patient te dit « mais je comprends pas, j'arrive pas à sauter sur une jambe ». Et de là, on arrive aux tests fonctionnels, et depuis, on se rend compte avec les tests fonctionnels que ça nous apporte une autre vision des choses, qui est bien plus complémentaire. Et je serais doué de te dire, si y a le choix entre les deux, je choisirais le test fonctionnel. Ouais. Mais le test isocinétique est quand même important pour voir la fonction au niveau des ischio-jambiers. C'est un indicateur pour les ischio-jambiers. Et puis comme on l'a vu ce matin, avec suivant l'angulation, des pertes de force, des gains de force à certaines angulations et des pertes à d'autres angulations. Donc ça aussi, on tombe dans le fonctionnel. Hein, et il y a un autre paramètre qui est important, il me semble aussi pour nos confrères qui rééduquent dans les cabinets, c'est cette notion de stratégie visio-motrice et de cette stratégie sensorimotrice. Parce qu'en fait, avant d'être opéré ou avant d'avoir un accident, on est en stratégie sensorimotrice.
Mais ensuite, on s'aperçoit que lorsqu'on les rééduque, ils sont toujours en train de regarder leurs genoux, leurs pieds. Donc ils passent dans une stratégie visiomotrice. Et en fait, il faut que cette rééducation sur les athlètes de haut niveau en particulier, mais même sur un sportif lambda, par exemple, on utilise les lunettes stroboscopiques de façon à shunter la vision pour passer justement de cette stratégie visiomotrice à revenir à une sensoromotrice pour, à mon avis, diminuer les risques de récidive ou de rupture sur l'autre côté. Exactement, il ne peut pas y avoir de moteur s'il n'y a pas de sensitif. D'où le fait que, à un moment donné, on a certaines AMI qui durent, que le quadriceps, on ne le réveille pas, ou du moins qu'il n'est pas efficace dans sa position de verrouillage. Et ça, c'est un gros problème pour les suites post-opératoires, je pense, au problème de verrouillage, parce que justement, comme tu le dis, il y a une stratégie différente, et il me paraît important aussi, que ce soit en pré-op ou en post-opératoire immédiat, de bien venir toujours stimuler le côté qui va bien, pour ancrer des bonnes informations. Et on sait qu'en plus, entre le côté qui va bien, il y a un transfert de force qui se fait gratuitement de l'autre côté, et il n'y a que du bon à le faire. Donc, on est presque dans une rééducation miroir. Exactement, c'est exactement comme ça qu'il faut. C'est le terme qu'on peut utiliser. Voilà. Bon, je crois que nous avons fait le point sur ce petit problème épineux, en vous remerciant pour votre participation. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.